Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau numéro de votre émission. Les élections d'ici le 23 décembre 2018 sont-elles possibles ici en République démocratique du Congo? C'est autour de cette question, autour de cette problématique que nous allons échanger dans le cadre de votre émission. Pour en parler, pour échanger, retrouver avec moi quelqu'un qui fait son premier passage dans cette émission. Madame, Messieurs, saluez avec moi Dieudonné Mouinzi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Membre du Conseil national du PPRD, communicateur de la MP. La majorité présidentielle. Majorité présidentielle. Et le PPRD et la MP, ça va? Oui, ça va. Et le PPRD est mon parti politique et membre de la majorité présidentielle. Et il n'y a pas de problème puisque le parti est membre de la plateforme. Et donc on ne peut pas avoir de problème avec l'ensemble lorsque l'on est élément de l'ensemble. Même si d'aucuns vous reprochent de vouloir usurper, vous accaparer de la grande part du lion, vous voulez rester le seul, l'unique parti, notamment avec cette histoire de seuil au niveau de la loi électorale? Non, je pense que ça, ce sont des interprétations des gens. Dans l'opinion, j'ai entendu, peut-être sur base de certains éléments sonores. Non, on a également entendu. Oui, voilà. Oui, c'est ce que je dis, sur base de certains éléments sonores. Mais ce qu'il faut d'abord retenir, c'est qu'on est membre de la majorité présidentielle. En tant que parti politique, le PPRD, on ne peut pas faire le lit des autres partis politiques. Et vice-versa. Donc on ne peut pas aussi attendre que les autres partis membres de la majorité présidentielle puissent faire le lit du PPRD. Ça, c'est normal. Et pour un petit rappel, le PPRD n'est pas un grand parti seulement aujourd'hui ou sur base de ce qui se trame comme stratégie politique pour les élections à venir. Non, le PPRD est déjà grand parti politique depuis 2006, je crois que vous le savez. Et surtout qu'il est au pouvoir depuis et qu'il a la gestion, les finances, l'armée. Oui, c'est ça. Non, je ne pense pas que ça soit comme ça. Qui font du PPRD un grand parti. Je ne pense pas que ça soit comme ça, puisque lorsque l'on allait aux élections de 2006, les membres du PPRD n'avaient pas encore géré, du moins ceux qui se sont retrouvés dans les institutions comme au Parlement. Donc ça a été une occasion pour que le parti puisse montrer à l'opinion qu'il est un grand parti politique. Donc nous sommes allés aux élections en 2006 sans pour autant avoir beaucoup de gestionnaires dans les institutions. C'est à l'issue de ces élections que le comptage au sein du Parlement a montré noir sur blanc que le parti qui avait raflé la grande cagnotte en termes de nombre de députés nationaux et même en termes de sénateurs, c'était le PPRD. Donc en 2011, l'expérience avait été également rééditée et jusqu'aujourd'hui, les stratégies sont dans le sens de pouvoir encore gagner davantage et être toujours la première force politique au sein des institutions. Donc ces stratégies ne peuvent pas nuire à d'autres. Certaines, quand vous sentez, parce qu'on a vu en 2006, 2011, d'autres stratégies avec les PPPP, des DDD et tout. Maintenant, là, la stratégie, c'est le seuil pour essayer vraiment de consolider votre assise. Non, je crois que c'est aussi un débat, la problématique de cette modification de la loi électorale. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? C'est qu'il faut le dire à la face de l'opinion qu'il n'y a aucun parti politique, même de la majorité présidentielle, qui peut faire une stratégie en faveur d'un autre parti politique. Chaque parti politique, même tout en étant dans cet ensemble, la majorité présidentielle, ça peut être aussi dans d'autres plateformes de l'opposition, chaque parti politique d'abord travaille pour le gain de lui-même. Chaque parti politique travaille pour rafler d'abord lui-même ses membres au moment des élections. Mais ce qui fait, c'est quoi? Ce qui fait la force de la plateforme, c'est que chacun travaillant dans le sens de gagner, l'ensemble gagne et l'ensemble fait la force de la famille politique ou de la plateforme. Donc c'est ce qui arrive. Mais lorsque vous parlez du seuil, bon, je crois que le problème de seuil, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Je crois que nombreux ont déjà compris ça, puisque le seuil ne vient pas simplement amener les inconvénients comme certains le pensent, puisque vous avez évoqué le problème des mosaïques que nous avons eu créé par le PPRD notamment en 2011 lors des élections de 2011. Maintenant que vous sentez que ça marche vraiment pas. Non, c'était effectivement pour contourner cette difficulté de permettre à ce que les partis qui ont pignon sur rue puissent réellement être représentés au sein du Parlement. Puisque ce qui s'est passé en 2006, c'est quoi? Le PPRD a perdu beaucoup de postes simplement puisqu'on était dans cette histoire de la proportionnelle avec cette logique de forest. On a vu de partis passer avec des députés
mais qui en réalité ne pouvait pas passer avec beaucoup de voix. Donc le PPRD à un certain moment, après partage au premier niveau, s'est retrouvé avec beaucoup de voix, mais puisqu'on est dans la logique de la proportionnelle, dans la logique des grands restes, on allait prendre d'autres partis d'autres députés dans les autres partis, simplement pour respecter cette proportionnalité, puisque la proportionnalité venant du dialogue intercongolais de Sun City, où nous avions compris qu'il fallait partager le pouvoir entre tout le monde pour ne pas avoir des velléités de rentrer à la rébellion. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas toujours dans cette logique, je crois que nous évoluons. Il faut permettre à ce que les partis qui ont réellement pignon sur lui, les partis qui ont réellement de la popularité puissent représenter la population. Mais est-ce que le PPRD est prêt à aller aux élections? Le PPRD est prêt pour aller aux élections. Nous le disons tous les jours. Nous préparons psychologiquement tous les jours, mais lors de dernières opérations d'enrôlement, nous avons dû dépêcher nos responsables à travers la République pour pouvoir sensibiliser les potentiels électeurs, et nous en avons eu. Donc sur les 45 millions aujourd'hui de potentiels électeurs, il faut avouer qu'il y a beaucoup d'électeurs potentiels qui ont été sensibilisés par le PPRD. Mais en dehors de cela, la majorité présidentielle elle-même, elle est déjà prête pour les élections. La preuve, c'est que tous les jours nous pensons à l'élection, tous les jours nous réfléchissons à l'élection, mais tous les jours nous agissons aussi à l'élection. Nous avons un centre au centre-ville ici, un centre de coordination électorale. La majorité peut se permettre d'avoir des bureaux au centre-ville. Non, c'est une parenthèse importante, mais elle ne peut pas passer comme ça. Pourquoi? Puisque nous disons toujours que les élections ont un coût. Et les élections imposent aussi un sacrifice pour ceux qui veulent les gagner réellement et qui se sentent réellement responsables politiques. Donc on ne passe pas le temps. On ne peut pas passer. Mais il y a d'autres. C'est ce que j'ai dit. C'est un problème de choix de dépenses. On ne peut pas passer le temps dans les restaurants pour manger ou dans les bistrots pour boire de la champagne, sabrer de la champagne, sans pour autant penser aux élections. Nous faisons le contraire. Vous avez les images. Vous voyez les autres opérateurs politiques passer leur temps dans les restos, manger de manière copieuse. Mais nous pensons qu'on peut s'interdire ça et financer les élections ou bien mettre les efforts ou les moyens que nous avons dans les élections. Une chose est de se préparer pour les élections. Est-ce que vous vous préparez à les gagner? Et si vous vous préparez à les gagner, c'est avec quel discours? Parce que vous drainez comme un des casseroles sales quand on regarde la situation politique, d'ailleurs. Politique de côté, parce que là, vous risquez de dire que les responsabilités sont partagées. Mais la situation économique et sociale, on se dit, mais franchement, il ne faut pas qu'ils rêvent quand même. Au niveau du PPRD, il n'y a pas de discours. Madame, d'abord, il faut préciser qu'on ne peut pas préparer les élections sans l'intention de les gagner. Si nous disons que nous préparons les élections, c'est-à-dire que nous avons la ferme intention de pouvoir les gagner. Revoyez quand même vos ambitions à la baisse au regard de la situation. J'ai déjà compris votre question. J'ai compris votre question. Quel est le message que le PPRD peut donner à la population? Quel est le message que la majorité présidentielle peut donner à la population? La majorité présidentielle avec le PPRD, nous avons quand même géré ces pays. Depuis 2006, nous sommes à la gestion. Et on ne peut pas aujourd'hui prétendre, nous dire que le pays, il est comme ce qu'il était en 2006. Non, il y a eu des changements. Et certes qu'il y a des points positifs, mais certes qu'il y a aussi des points négatifs. On a régressé à tous les niveaux. Non, je pense on est devenu un pays des sinistrés, un pays humanitaire où les humanitaires demandent l'argent. Les sinistres passent partout, il ne faut pas qu'on s'alarme. Non, je dis, quand on voit des ONG humanitaires demander, dire que non, la RDC a besoin de temps. Non, il y a une précision, madame. Il y a une précision qu'il faut donner. Je crois que les analystes politiques qui suivent la situation politique de ce pays vont se rendre compte que jusque 2014, le pays avait un autre comportement sur pratiquement tous les aspects, que ce soit économique, social et politique. Mais il s'est fait qu'après 2014, à partir de 2015, d'abord à partir de ce que nous avons connu comme crise économique, et le rétrécissement de notre économie dû à la chute des métaux à l'exportation. Parce qu'on n'a pas prévu la diversification de l'économie. Oui, effectivement, nous avons une économie qui est extravertie, qui n'est pas diversifiée. Et nous avons mis tous les espoirs sur les minéraux à l'exportation, ce qui fait que quand il y a un coût, quand ces minéraux attrapent un coup sur le marché international, nous les ressentons directement sur notre budget national et sur notre trésor national, même l'économie nationale. Donc c'est ce que nous avons connu jusqu'en 2015. Mais à partir de 2015, ça je le dis tous les jours, nous avons connu l'instabilité politique.
En dehors de ce que je venais d'évoquer sur le plan international, les chutes de cours de métaux à l'exportation, il y a l'instabilité politique qui a enfoncé la situation du pays. Il faut se le dire. Mais dû à la non-organisation des élections, oui, si on nous avons les élections, on n'aurait pas sombré dans cette instabilité. Madame, nous avons tous regretté la non-organisation des élections en 2016 dans ce pays, en commençant par notre autorité morale, Joseph Kabila. Il y a des gens qui pensent que lui-même n'a pas regretté. Ah oui, vous avez fait ça sciemment non, on n'a pour pas obtenir fait un sciemment. Non, glissement. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce que s'il a réussi à organiser des élections en 2006, réussi à organiser des élections en 2011, pourquoi ne l'avoir pas fait en 2016? Oui, mais madame, nous avons fait deux expériences. Nous avons fait deux expériences et ces deux expériences n'ont pas été faciles. C'est vrai qu'on peut bien rappeler qu'on a eu les élections en 2006, on a eu les élections en 2011, mais déjà les élections de 2011 n'ont pas été faciles. Vous savez que même sur le plan international, on nous recommandait de ne pas avoir les élections cette année là-bas. Et qu'il fallait aller en 2012 ou en 2013. Peut-être que l'opinion ne le sait pas. Mais je vous rappelle, mais nous l'avons fait quand même. C'est ce que j'ai dit. Ça n'a pas été des expériences faciles. Mais à partir de ces deux expériences, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des choses qu'il faut améliorer. On ne peut pas continuer dans cette attitude qui ne semble pas être heureuse. C'est ça le problème. D'où le glissement, d'où il faut aller, le glissement, je crois qu'il y a eu des raisons que nous avions données autrefois pour justifier la non-organisation des élections. Puisqu'aujourd'hui, vous parlez simplement des élections de 2016. Mais il n'y a pas eu aussi des élections en 2012 pour les sénateurs, par exemple. Là, c'était le PPRD qui était au pouvoir. C'était au PPRD d'organiser. Non, le PPRD n'est pas seul au pouvoir. Je crois que l'appréciation est celle-là. Le PPRD n'est pas seul au pouvoir. C'est la majorité présidentielle qui est au pouvoir. Mais au-delà de cela, je crois que là, nous parlons des élus. Les élus ne sont pas tous simplement de la majorité présidentielle. Quand vous allez dans les assemblées provinciales, comme à l'Assemblée nationale et au Sénat, vous avez aussi les opposants là-dedans. Lorsque nous parlons du glissement dans les assemblées provinciales, ou au Sénat, ou à l'Assemblée nationale aujourd'hui, vous pensez qu'il n'y a que les députés et les sénateurs de la majorité qui glissent? C'est tout le monde qui glisse depuis. Tous sont bénéficiaires du glissement. Donc c'est vous dire que ce n'est pas l'acte volontaire de la majorité présidentielle ou de Joseph Kabila. Je crois que c'est quelque chose qui s'explique. Et nous avons eu beaucoup de temps pour l'expliquer. Et d'ailleurs, les sénateurs comme les députés nationaux et provinciaux nous ont aidés à pouvoir expliquer cette démarche et justifier pourquoi on n'a pas eu les élections en 2012 et pourquoi on n'a pas eu les élections qui étaient attendues en 2016. C'est pour cela que dans ce souci-là d'améliorer et d'anticiper, puisqu'on tendait vers 2016, le chef de l'État avait dû amorcer les consultations en 2015 pour permettre à ce que l'on puisse passer cette étape, pour franchir cette étape dans le calme. C'est ce qui a été fait. Est-ce que ce n'était pas du temps perdu parce qu'on se rend compte que non, mais la situation est pire qu'avant? Non, je crois que c'est le comportement des acteurs politiques congolais. Donc il aurait dû carrément organiser ou la majorité aurait dû carrément, parce que là on se rend compte qu'en donnant plus de temps, ça n'a pas résolu le problème. Non, il est vrai que nous avons regretté la non-organisation des élections en 2016 plutôt, mais il est aussi vrai que dans la volonté du chef de l'État, c'était de permettre à ce que les uns et les autres se mettent ensemble et puissent envisager la possibilité de franchir cette période de 2016 avec la non-organisation des élections et envisager la possibilité d'organiser d'autres élections ou les mêmes élections à d'autres moments. Et je crois que la volonté, elle était bonne au départ. C'est pour cela que nous avions eu les consultations et en 2015, jusque même vers fin 2015 et début 2016. Et en 2016, nous avons eu le premier dialogue. Mais le comportement des acteurs politiques congolais qui ont compris qu'il n'y a pas d'organisation des élections dans ce pays. Mais le comportement est tel que tout le monde devait gérer. C'est ça le comportement. C'est une manière simpliste de présenter ça. Mais voilà une raison de plus pour ceux qui ont eu accès à la gestion. Peut-être que le chef de l'État ne pensait pas à ça en 2015 lorsqu'il organisait les consultations. Vous savez, à un certain moment, on peut toujours proposer certaines choses, envisager, planifier certains aspects et ne pas nécessairement les vivre au moment venu. Je crois que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Dans la volonté du chef de l'État, c'était de permettre à ce que les gens acceptent de co-gérer cette période de transition. Partager les bilans négatifs. Oui, c'est ça qu'on gérait. C'est ça qu'on gérait. Non, pas partager le bilan, puisque le bilan s'est fait à un autre moment. Lorsqu'on accepte de gérer pour ce temps-là, on doit justifier, on doit présenter le bilan. Alors, cette période-là, si on avait accepté de la co-gérer, c'est-à-dire la période préélectorale et électorale, jusque le jour où on aurait les élections dans ce pays, par exemple aujourd'hui en décembre 2018,
en permettant à ce que les uns gèrent au nom des autres et que les autres observent. Mais lorsque tous les acteurs politiques et même ceux de la société civile veulent passer aux manettes et gérer à tout prix, d'une façon ou d'une autre, ça complique la situation. Je crois que c'est ça. De manière brève, c'est comme ça qu'il faut présenter la chose. Aujourd'hui, c'est puisque tout le monde veut gérer. Tout le monde veut gérer, y compris les membres de la société civile, y compris les opposants et même ceux de la majorité présidentielle. Donc, nous sommes un peu dans une démarche compliquée puisque ce qui a été prévu n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Au regard de ce comportement que vous venez de décrire de la classe politique, voire même de la société civile, peut-on encore espérer à l'organisation des élections d'ici le 23 décembre? Parce qu'on a connu, le problème persiste, hein? On voit cela, il y a d'autres qui demandent voilà, une transition, mais est-ce qu'on peut encore continuer à espérer à des élections d'ici la fin de cette année où on doit déjà envisager autre La chose? problématique est simple, madame. Je dois vous confirmer, je suis parmi les gens qui sont de nature optimiste. Je vous dis qu'il y a lieu d'espérer qu'on ait des élections en décembre 2018. Tout est fonction du comportement des uns et des autres. C'est quand même assez Quand je parle du subjectif comme comportement préalable. Oui, c'est un problème de comportement, puisque pour aller aux élections, les élections ne s'organisent pas on avait ce même comportement-là, où les acteurs politiques avaient ce même comportement-là en 2006, en 2011, ça ne nous a pas empêché d'organiser les élections. Non, je crois que le comportement de 2006... Il suffit juste de respecter un principe. Non, le comportement de 2006, après le dialogue intercongolais de Sun City, n'est pas le même comportement d'aujourd'hui. Il faut faire une bonne lecture. Mais alors que même le comportement de 2011 n'est pas le même comportement des acteurs. Ce sont les mêmes acteurs, mais ici, puisqu'en 2006, on s'était entendu pour une transition, je crois que de 2 ans renouvelables, 6 mois fois 2, et on était à 3 ans, et en 2006, on a fait les élections sans problème. En 2011, c'était une échéance constitutionnelle qui n'a pas posé problème. Mais ici, nous sommes en dehors de l'échéance constitutionnelle, qui en principe devait permettre à ce qu'on ait les élections en 2016. On ne les a pas eues. Et pendant ce temps, c'est pour cela que je vous dis qu'à partir de 2016, puisque les élections, nous devrions les avoir en 2016. À partir de 2016 jusqu'à aujourd'hui, c'est le sauve-équipe, tout le monde devait gérer. C'est ça le problème. Donc, le paysage politique n'est pas le même. L'ambiance politique n'est pas la même. Donc ici, nous sommes devant une ambiance où tout le monde veut gérer avant d'aller aux élections. Au regard de cette ambiance et de ce comportement, parce que on a l'impression que ça devient chronique quand même dans le chef des politiques, voire même certains de la société civile. Est-ce qu'on doit continuer à espérer à des élections où il ne faut pas qu'on se leur dise que non, il faut continuer à espérer en ces élections. Il faut continuer à espérer en ces élections. Je vous ai dit, tout est fonction du comportement de tout un chacun. Et nous voulons réellement que la société civile joue son rôle. C'est-à-dire, les acteurs politiques, ils sont ce qu'ils sont. Je sais que lorsque vous voyez un politique, il a sa manière d'agir. Par moment, il peut avoir des ambitions, même démesurées, de pouvoir accéder au pouvoir. Mais ce qui est vrai, c'est que celui de la société civile, qui en principe au départ est apolitique, doit avoir un comportement modélé. Ce comportement modélé peut permettre à ce que les tensions baissent, puisqu'aujourd'hui nous sommes vraiment dans les tensions politiques, mais exacerbées par aussi les membres de la société civile. Aujourd'hui, on parle même des églises qui sont maintenant là-dedans. Donc ça, mais oui, parce qu'il ne faut pas qu'ils se taisent. Lorsqu'on parle des églises, il ne faut pas qu'elles se taisent non plus au regard de la détermination. Mais la société civile doit nous aider à affronter les élections. Mais en disant la vérité, quand on dit que ceux qui ont géré ont mal géré. Oui, mais il n'y a pas de problème. Ça, c'est un jugement personnel. Nous n'avons jamais fait de problème là-dessus. Vous savez, quand quelqu'un a géré, il ne faut pas qu'on dise nécessairement qu'il a bien géré, puisque là c'est un problème de l'art qui est difficile. La critique est toujours aisée. Les gens peuvent encore critiquer, mais le jour où ils vont accéder à la gestion, ils se rendront compte que tout n'est pas facile comme ils le pensaient. Et d'ailleurs aujourd'hui, vous avez les opposants qui sont aux affaires. Est-ce que vous pensez qu'ils trouvent que tout est facile comme ils pensaient lorsqu'ils étaient à Limité? Non. Ou à Kassavubu. Les choses sont différentes. Alors, c'est ce qu'ils gèrent d'abord du moment où ils n'ont même pas la signature. Non. Ils ont la signature. Ça, ce sont des échappatoires. Ils ont la signature. Le comportement des uns et des autres est bien surveillé par la population. On est Premier ministre et qu'on n'a pas la signature. Non, le comportement des uns et des autres est surveillé par la population. Je crois que ça, c'est un autre débat. Peut-être que nous n'avons pas le temps d'y revenir. Mais ce qui est vrai, que pendant ce temps, il faut que la société civile, j'insiste sur ça, que la société civile nous aide. Puisque dire que tel a mal géré, tel a bien géré ou tel va bien gérer, c'est un jugement personnel. Ça ne nous pose pas problème chez nous à la majorité présidentielle. Mais le problème, c'est qu'il faut pousser les uns et les autres à
affronter les élections. Puisqu'il n'y a que les élections qui peuvent solutionner la crise. Il y a eu un premier dialogue, il y a eu un deuxième, sous l'égide quand même de cette société civile-là. Ils ont quand même fait elle a quand même fait sa part, notamment avec l'Église et tout ça. Elles ont fait leur part, mais il y a le manque de volonté, surtout dans les chefs. Non, mais ils ont fait quelle part, comment, madame? En organisant par exemple le dialogue. Non, la vérité c'est quoi? C'est que lorsque nous avons eu le premier dialogue à la Cité de l'Union africaine, c'était un dialogue plus ou moins neutre, avec un médiateur aussi plus ou moins neutre. Mais lorsque nous ne pensions pas que l'Église catholique devait nous amener là où elle nous a amenés, mais vous savez comment ça s'est passé pour que l'on soit au centre interdiocésain. Il y a ceux qui sont partis de la Cité de l'Union africaine et qui ont eu la mission de conduire les missions des bons offices, il faut le dire comme ça, et nous pensions que c'était des acteurs, nous pensions que c'était des acteurs impartiaux. Qu'est-ce qu'elle doit faire de plus? Oui, mais c'est ce que j'ai dit, il ne faut pas prendre position, et elle a fait ça. Et nous pensions qu'ils étaient des personnes ou des acteurs impartiaux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe puisque les masques sont en train de tomber? On se rend compte que même pendant l'émission des bons offices, il y avait des gens qui prenaient part, puisqu'aujourd'hui, ils prennent ouvertement part. Aujourd'hui, ils servent même des béquilles pour l'opposition. Quand les gens qui ont eu à faire la médiation vous disent qu'il y a tel principe, telle option levée lors du dialogue qui n'est pas respectée, un médiateur, il prend part, ou un médiateur, c'est que vous avez réussi à s'il vous plaît, madame, nous connaissons la tâche d'un médiateur ou de celui qui fait la facilitation ou de celui qui a assuré les missions de bons offices. La première qualité de cette personne, c'est de faire un effort le plus possible pour être neutre, pour rassurer les uns et les autres. Lorsque, pour une raison ou pour une autre, même si le médiateur n'a pas été écouté, lorsqu'il prend position, il gâche le jeu. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. S'il prend position par rapport à ce qui a été dit lors des échanges, vous ne pouvez pas lui reprocher cela. Madame, si vous dit, le médiateur vous dit, il y a eu on a levé l'option sur les mesures de décrispation. Il faut qu'on le mette en pratique. Je vous ai écouté. Où est le problème? Non, il n'y a pas de problème jusque-là. Et vous pensez que prendre position par rapport à cet accord, c'est organiser les marches dans les rues? Contraindre. Je ne vous pose pas de questions si vous me posez des questions. Mais oui, non. Qui ne veulent pas organiser des élections. Lorsque on a joué le rôle de médiateur et que dans l'exécution d'un accord qui a été conclu, même s'il y a eu défaillance d'une des parties dans l'accomplissement ou l'exécution intégrale de cet accord, ce que l'on peut faire, c'est permettre de faire dans la neutralité, c'est inviter les uns et les autres, ou ceux qui n'ont pas exécuté suffisamment l'accord, de continuer à l'exécuter. Il n'y a que ça. Mais lorsque vous prenez position, j'ai dit bien, vous prenez position en faveur d'une partie, pas simplement prendre position, mais vous servez même des béquilles pour les actions d'une des parties. Puisqu'aujourd'hui, c'est ouvertement connu que l'opposition politique n'a plus la force de mobiliser les Quinois et les Congolais pour aller sur la rue. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est l'Église catholique à travers, peut-être que hier c'était la Senko qui faisait la médiation, aujourd'hui c'est la coordination, le comité de coordination des laïcs qui récupère la situation pour pouvoir amener les chrétiens et les autres sur la rue. Donc vous pensez que dans cette situation-là, l'Église catholique continue à garder sa neutralité, ou la Senko qui est aussi organe ou une conférence de cette Église catholique continue à garder sa neutralité? Je crois que là ça pose problème. Ok, on voit que ça pose problème à cette allure parce que la tension est de plus en plus palpable. Oui, la tension est là. Les dissensions sont de plus en plus criantes. Oui, mais favorisées. C'est ça qu'on veut. Dans un tel climat, devrons-nous aller à ces élections dans un climat pareil? Non, ce climat en principe doit être évité. Madame, il faut se le dire. Il faut apaiser la tension. Puisque si nous allons aux élections... Comment apaiser cette tension? Oui, apaiser la tension, c'est ce que j'ai dit. C'est d'abord le changement des comportements personnels. Là, nous avons compris. Maintenant, autre chose, au-delà de ce changement de comportement, qui pour moi semble être quand même assez subjectif, est-ce qu'on peut pas établir de principe au regard, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on ait des élections? Je vais être clair, peut-être que vous n'avez pas bien compris ma pensée, mais le changement de comportement, ça veut dire quoi? Comme je l'ai dit, de manière brève, tout le monde veut être à la gestion pendant la période transitoire. En tout cas, on pense que l'on va gérer pendant 5 ans de mandat, alors que c'est une gestion de quelques mois pour organiser les élections. Mais tout le monde veut être Premier ministre, tout le monde veut être ministre dans le gouvernement, tout le monde veut être président du CENSA, tout le monde veut être membre du CENSA. Ça complique la situation. Mais si le comportement de chacun
peut être celui de dire, aujourd'hui c'est X qui est là-bas, je peux accepter pour les 3, 4, 5 mois qui restent, ou les 6, 7 mois qui restent, que lui gère, même si je ne l'ai pas accepté, pourvu que nous puissions aller aux élections. Ça va changer les choses. Au-delà de la gestion des garanties, c'est-à-dire on organise, on est en Afrique, on n'organise pas les élections pour les perdre. Les autres attendent également. Vous voulez qu'on vous laisse, qu'on ferme les yeux, que d'aucuns ferment les bras, croisent les bras pour dire oui, gérer, organiser. Peut-être qu'on sera en train d'orchestrer une certaine... Mais qui organise les élections dans le pays, madame? C'est la CENI. Et la CENI n'est pas simplement composée de membres de la majorité présidentielle. Vous avez toutes les tendances là-dedans. Il y a une tendance qui demande à ce qu'on change son membre, mais on en refuse. Il y a aussi non, mais on a refusé qui? On a refusé qui? Puisque nous-mêmes, déjà, la majorité présidentielle, nous avons changé nos membres. Et je sais aussi que dans l'opposition, certains ont changé leurs membres. Je parle du MLC, par exemple, qui a changé son membre. Mais est-ce que les autres ont parlé de changer leurs membres? Ah oui, je prends le cas de l'UNC. Est-ce que vous avez entendu l'UNC dire qu'il devait changer son membre? L'UDPS l'a fait, mais ça bloque, on ne sait pas pourquoi. Non, mais qui bloque? C'est entre eux-mêmes. Vous avez suivi les péripéties. C'est entre eux-mêmes. Il y a des uns qui sont d'accord et les autres qui sont contre. Chez nous, quand nous avions voulu changer nos membres, nous n'avons pas eu de problème puisqu'à l'OPPRD, nous nous sommes mis d'accord ou à la majorité présidentielle. Mais lorsque vous avez des problèmes internes, ne les mettez pas sur les dos des autres. Je crois que ce n'est pas un problème. La deuxième possibilité de changement de comportement, c'est pour la société civile. Il faut vraiment que la société civile nous aide. Puisqu'aujourd'hui, lorsque vous parlez des mouvements citoyens, vous les trouvez dans la société civile. Ça se multiplie tous les jours à grande vitesse et on ne comprend pas pourquoi. Lorsque l'on parle des marches aujourd'hui et on parle de la coordination du comité de laïque de coordination, c'est dans l'église catholique, c'est la société civile. Je pense que ce sont tous ces comportements qu'il faut diluer, qu'il faut apaiser pour nous permettre que les tensions aussi soient apaisées. Sinon, nous risquons d'aller à une situation où il n'y a pas simplement les acteurs politiques qui animent le feu, mais aujourd'hui ici, c'est même la société civile qui anime le feu. Aujourd'hui, vous avez entendu, s'il vous plaît, je vais terminer par là, vous avez entendu les communiqués de l'opposition, presque de toutes les tendances de l'opposition. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous appuyons la marche organisée par tel. Donc, en principe, ce n'est pas leur initiative, mais c'est l'initiative des autres, qui sont de la société civile. Je parle là-bas de l'Église catholique, à travers son association, le comité laïque de coordination, le CLC, qui organise la marche et qui permet à ce que pratiquement l'opposition puisse en bénéficier. Donc, et ça pose quel problème? C'est-à-dire, on fait des revendications de l'opposition alors qu'on est de la société. Autre problème, moi je vous suggère, pour essayer de faire baisser la tension, mettre en application les mesures de décrispation. Ce n'est toujours pas effectif. On a des politiques en exil et on ne peut pas aller aux élections comme ça. Et l'élection déjà qui exclut, non, madame, ça c'est un débat. Ça c'est un débat. Je crois que je n'ai jamais été contre, même chez nous à la majorité présidentielle. Nous pensons que les cas qui étaient faciles à décrisper, s'il faut le dire comme ça, ont été décrispés. Vous avez vu des gens qui étaient en exil qui sont rentrés. Vous avez également des gens qui étaient en prison qui sont sortis. Qui sont devenus du coup compatibles à la majorité, oui. Non, c'est un problème de choix politique. Ce n'est pas ça mon problème. S'ils comprennent qu'ils peuvent compatir avec la majorité, c'est un problème de choix politique. Ce n'est pas ça vraiment ça le débat. Mais je dis aussi que pour les cas aujourd'hui qu'il faut décrisper, s'il faut le dire, qui posent problème, mais il faut continuer à négocier. On doit cibler les cas, c'est quel cas qui pose problème, pourquoi ça n'a pas été décrispé. Oui, vous pouvez citer tous ces cas-là. Est-ce que, madame, nous sommes 80 millions de Congolais. On va suspendre l'avenir de tous les 80 millions de Congolais simplement puisqu'il y a Élisée Odia ou Dieudonné Mouenzé qui n'a pas bénéficié des mesures de décrispation. On va suspendre vraiment l'avenir. Ce ne sont pas les 80 millions qui seront tous candidats à la présidence. Non, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Même les candidats à la présidence, on en a déjà beaucoup. Il y a ceux qui sont à l'intérieur. Vous n'allez pas me dire que tous les candidats à la présidence ou à l'élection présidentielle sont en dehors du pays. Il y a ceux qui sont à l'intérieur. Autre problème, est-ce qu'on a les moyens d'organiser ces élections-là? Les moyens, c'est vrai que c'est difficile d'avoir les moyens, mais le gouvernement congolais fait un effort pour avoir les moyens. C'est pour cela que la CENI est en train de faciliter la tâche à ce gouvernement pour permettre à ce que nous puissions organiser les élections dans les conditions qui sont les nôtres, avec les moyens qui sont également les nôtres, en trouvant de stratégies pour permettre à ce que le budget des élections soit diminué le plus possible et en permettant à ce qu'avec le plan de décaissement qui a été établi au sein du gouvernement avec la CENI, que nous puissions avoir un décaissement possible
pouvant nous permettre d'avoir les élections dans ce pays. On parle de plus en plus de sanctions de la communauté internationale contre ceux qui, pour cette communauté internationale, ne militent pas en faveur quand même de la tenue des élections ici, notamment du côté du pouvoir. Vous êtes pour cette possibilité également? Oui, ce qui est vrai, c'est que dans l'actualité, dernièrement, le Parlement européen a plus parlé des conditions pour financer les élections, en dehors de sanctions, puisque là aussi, c'est un autre débat. Mais je crois que si la communauté internationale est de bonne foi pour nous aider à ce que nous puissions avoir l'organisation des élections dans ce pays, ne peut pas poser d'autres conditions telles que je les ai entendues et telles que je les ai lues. Je pense qu'à un certain moment, c'est comme si cette communauté internationale ou le Parlement européen ou l'Union européenne n'a pas tellement la volonté d'accompagner le pays dans l'organisation des élections. Et il ne veut juste pas vous accompagner dans l'aveuglette. Oui, vous savez, en 2011, nous avons financé les élections presque à 85%, et cette communauté internationale qui a fait des élections, des promesses jusqu'à la veille des élections, n'a pas honoré ces promesses. Donc c'est vous dire que les gens peuvent trouver des astuces pour ne pas honorer leurs promesses, en posant des conditions, de fois qu'ils savent que ces conditions-là ne peuvent pas être réalisées. Je crois que si la communauté internationale et l'Union européenne a besoin de nous accompagner dans l'organisation des élections, je crois qu'il faut qu'ils mettent un peu de bémol dans toutes ces conditions, cette litanie de conditions telles que je les ai entendues dans leur communiqué. Merci beaucoup d'avoir été de notre ce soir. C'est à moi de vous remercier, madame. Merci aux téléspectateurs qui étaient nombreux à nous suivre. Appelez-nous, écrivez-nous pour vos réactions, pour vos suggestions. On sera toujours là pour vous en attendant. Nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes. En notre compagnie, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.